Voilà, donc il y a un petit peu, je remercie évidemment les organisateurs, d'abord d'avoir réalisé le Palia-Guide, puis préparé cette journée, et puis aussi de m'avoir fait un petit clin d'œil, puisque pour une hématologue, c'est vrai que je m'intéresse de près aux soins palliatifs depuis les années 80, mais je suis quand même hématologue, donc Novalgine, en soins palliatifs, prescrire ou s'abstenir. Alors, en fait, donc Novalgine, c'est un vieux médicament, 1920 en Allemagne, et donc il a plein de noms, hein, métamisol, dipyrone, noramidopyrine, euh, mévampyrone. Enfin, c'est un médicament du groupe des phénazones, des phénylpyrazolés. En Belgique, on disait souvent pyrazolé. Et en fait, c'est un médicament qui a plusieurs effets. C'est un analgésique non opiacé de classe 1. C'est un antipyrétique très puissant. C'est peut-être son effet le plus particulier. Donc, il agit dans des fièvres réfractaires. Et il a aussi peut-être une action spasmolytique. Et finalement, il est peu anti-inflammatoire. Il est tellement antipyrétique puissant qu'on disait en hémato que c'était à cause de la Novalgine qu'on avait inventé les gardes d'hémato. Parce que dans les années 70, les patients étaient hospitalisés en hémato, ils avaient de la fièvre, l'interniste de garde passait, donnait de la Novalgine, le patient arrêtait d'avoir de la fièvre, plus personne ne s'inquiétait, et le lundi matin, il était en choc réfractaire, il était mort. On a inventé les gardes d'hémato à cause de la Novalgine. On disait ça. C'est une prodrogue qui agit par des métabolites, probablement sur les cyclooxygénases, ce n'est pas extrêmement bien connu. Très certainement, en Belgique, c'est disponible, parfois oral, en gouttes, en comprimé et en ampoule, qu'on peut utiliser en intraveineux et aussi, même si c'est off-label, en sous-cutané. Alors, je vous signale que c'est un médicament pas très cher et je vous signale aussi qu'il est en rupture de stock jusqu'en février 2018. Donc, regardez vos réserves, ceux qui l'aiment bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une controverse sur la Novalgine? Eh bien, les effets secondaires. Il y en a un qui a un petit effet secondaire pratique qui est qu'on peut avoir une hypotension très sévère si on l'injecte en intraveineux rapide. Et autrement, le profil d'effets secondaires, il est un peu comparable à celui des INS, du paracétamol, même s'il y a moins d'ulcères, par exemple, qu'avec même peut-être pas d'ulcères. C'est un médicament qui est intéressant en termes d'interaction, parce que contrairement aux INS, il n'en a pratiquement pas. Et puis, dans les effets secondaires graves, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des rares réactions cutanées sévères. On a décrit des syndromes de Lyell, vous savez, là, un syndrome grand brûlé. Il y a des chocs anaphylactiques qui sont très rares aussi et pour lesquels on conseille d'être prudent chez les patients, pour l'employer chez les patients allergiques, asthmatiques. Et puis, il y a les risques hématologiques, la granulocytose en particulier. Alors, la granulocytose, d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une complication certainement grave, potentiellement mortelle. Elle est décrite très vite. Le médicament, il est fait en 1920. En 1930, on commence déjà à décrire des granulocytoses. Et c'est quoi la granulocytose? C'est la disparition d'une partie des globules blancs, les globules blancs neutrophiles. Et donc, ça donne des neutropénies de grade 4 en termes spécialisés, donc virtuellement presque zéro neutrophile, ce qui peut occasionner des infections sévères, des septicémies, des chocs très rapides. C'est un phénomène qui est apparemment immunoallergique, qui est une espèce d'hypersensibilité probablement. Ça peut survenir dans les premiers jours de prise ou bien de façon après, chez des gens qui en ont déjà pris plusieurs fois, et puis une fois, ce problème survient. Parfois, même quand le traitement est juste terminé. Et on avait un patient à Montgodine qui avait eu la malchance de faire 3 agranulocytoses, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de médicaments qui contenaient des pyrazolés, mais qui ne s'appelaient pas Novalgine ou pyrazolé. Et donc, ce monsieur avait pas de chance, enfin, il s'en est tiré chaque fois. Il y a aussi un autre phénomène qui est que parfois, l'atteinte de la moelle osseuse fait qu'on a une anémie, des globules blancs un peu bas et des plaquettes un peu basses, mais moins sévères que la granulocytose. Alors, en 86, il y a eu une publication d'une association internationale d'anémie aplastique qui a dit que le risque, quand on utilisait la Novalgine, était augmenté de 24 fois de faire une granulocytose et que, donc, dans certaines études, on disait que c'était peut-être un cas sur 3000. Enfin, ça allait un peu dans tous les sens, même si finalement, au moment de la même étude, on parle d'un risque d'un cas par million de semaines de traitement. Bref, toujours est-il que ça inquiète quand même beaucoup dans certains pays et que le médicament, il va être retiré de la vente assez vite, aux États-Unis, en Scandinavie, en Inde, en Grande-Bretagne. En France, ça ne date que de 2006. Et puis dans d'autres pays, il va rester, comme chez nous, mais sur prescription.
Et puis dans d'autres pays comme en Suisse et en Allemagne par exemple, eh bien son utilisation va augmenter. Alors, son utilisation augmente, donc quelle est la balance risque-efficacité? Eh bien, les études, en fait, il y a beaucoup d'études qui sont en Allemagne parce que c'est des gens bien organisés et qu'on emploie beaucoup de Novalgine en Allemagne. Et donc, l'usage là-bas en Allemagne est en augmentation et donc ils ont mesuré qu'en fait, en 2012, les gens consomment 4 fois plus de Novalgine qu'en 2000. Et les indications qui sont reconnues sont les mêmes que chez nous. La fièvre, quand même, qui ne répond pas à d'autres traitements, disons une fièvre réfractaire, quand on n'a pas d'alternative. Mais quand même, la douleur post-opératoire et post-traumatique, les douleurs d'origine intestinale ou spasmodique et la douleur cancéreuse. Et il y a une étude récente sur les interactions chez des patients en unité de soins palliatifs en Allemagne qui la porte sur pas mal de patients et 67% des patients reçoivent dans leurs multiples médications de métamizole ou du dipyrone, de la Novalgie, qui, entre autres, n'est pas responsable de beaucoup d'interactions. Alors, est-ce que quand même, en soins palliatifs, ça vaut la peine de l'utiliser en termes d'efficacité? Mais là, j'ai un peu relu un certain nombre d'articles, mais surtout une revue qui a été publiée récemment, à nouveau par des Allemands, qui ont essayé de faire une méta-analyse. Donc au départ, ils partent de 177 publications, ils arrivent à 4 études qui peuvent retenir, parce qu'on peut en tirer des choses un peu scientifiques raisonnables. Il y a 3 études randomisées, une étude de cohorte, mais ça fait finalement que 252 patients. Et de cette revue, il conclut que l'efficacité est quand même supérieure à celle du placebo, que si on donne une dose plus élevée que la dose de 4 grammes 24 heures, 6 grammes 24 heures, on est aussi efficace que 60 mg de morphine, et quand certainement l'efficacité est similaire à celle des AINS, avec par contre des effets secondaires qui sont très tolérables, non augmentés par rapport au placebo, dans les études où il a été comparé au placebo. Et donc de cette revue, dont il voulait retirer des recommandations systématiques EBM pour l'Allemagne, eh bien, il recommande de l'utiliser en monothérapie pour les douleurs cancéreuses, légères ou modérées, et en association à la morphine pour des douleurs comme alternative aux AINS et au paracétamol. Et ils disent qu'on peut préférer la Novalgine aux AINS parce que le profil de tolérance est meilleur. Donc, eux n'ont pas beaucoup d'ennuis avec les agranulocytoses. Ils s'y sont quand même intéressés, et à nouveau, une étude allemande, mais qui est récente aussi, a regardé, donc les Allemands sont bien organisés, ils ont un registre à Berlin qui déclare les agranulocytoses. Et donc, entre 2000 et 2010, 30% des agranulocytoses étaient liées au métamizole, donc à la Novalgine, mais 30%, ça fait 26 cas sur 88. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la plupart de ces patients l'avaient prise pour céphalée et douleurs post-opératoires, donc pas du tout cancer. Et ils arrivent finalement à une incidence qui est de nouveau 0,96 cas par million d'habitants par an, plus fréquent chez les femmes que chez les hommes pour 2 raisons. Probablement les femmes prennent plus, non, ils sont certains que les femmes prennent plus de métamizole, ils ont pu vérifier ça en fonction des registres de pharmacie, mais elles sont probablement plus sensibles aussi au risque d'agranulocytose. Et alors ils arrivent à calculer un risque chez les patients qui prennent vraiment le métamizole, où ils diraient 1 par 2 millions de traitements et 1 sur 143 000 traitements si on prend un traitement prolongé, la recommandation étant de dire 3 jours. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en Belgique et en soins palliatifs? Et donc j'ai fait un petit sondage par mail chez mes excellents camarades du GLEM de soins palliatifs francophones, et ils ont été très sympas, parce que dans les 48 heures, j'avais 15 réponses, donc c'était vraiment très gentil. Et donc ces 15 réponses, c'est des médecins qui ne font pas que de l'unité de soins palliatifs, mais qui tous ont une pratique, en tout cas une unité de soins palliatifs. Et donc 15 sur 15 l'utilisent, et 7 sur 15 disent « je l'utilise souvent ». Et donc dans les indications, la fièvre qui ne répond pas aux autres mesures, ou bien chez laquelle on doit absolument la traiter par sous-cutanée, 14 sur 15. Quelques-uns m'ont dit douleur osseuse, 3 m'ont dit douleur spasmodique et 1 céphalée. En termes d'effets secondaires, évidemment, tous disent on est en très fin de vie, on ne fait pas de contrôle de prise de sang, mais en gros, la plupart n'avaient pas eu l'impression d'avoir des effets secondaires. On a signalé une thrombopénie du grade 1, mais qui avait été réversible, donc des plaquettes qui descendent, les plaquettes qui servent à la coagulation.
une agranulocytose possible mais pas étayée et peut-être un LAIE. Voilà. Alors, en conclusion, je pense qu'en soins palliatifs et spécialement en phase terminale, la prescription de Novalgine peut être tout à fait justifiée, surtout en cas de fièvre réfractaire et de douleurs modérées à sévères, éventuellement, bien sûr, avec la morphine, parce qu'elle est aussi commode à employer, parce que la voie sous-cutanée est possible et que c'est plus facile de mettre une Novalgine en sous-cut que de mettre un paracétamol, que la tolérance, en gros, est correcte et que les effets secondaires graves sont extrêmement rares et peut-être pas relevants quand on est tout à fait en fin de vie. Par contre, puisque j'ai eu la chance, comme vieil hématologue, de soigner des agranulocytoses dans mon jeune temps, moi je me dis non, prescrivez pas ou non, prenez pas pour des céphalées ou des règles douloureuses. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle qui ont consommé du Buscopan compositum, voilà, et qui maintenant n'existent plus. Donc toutes les formes où la Novalgine était insérée de façon non visible n'existent plus en Belgique. Voilà, je vous remercie de votre attention.